Bienvenue tout le monde à ce breakout l'art de la négociation win-win. Alors je suis Julie Comte, je vais co-animer ce breakout avec Julien Bezotier. Je vais rapidement me présenter déjà pour commencer. Moi j'ai commencé l'IMO il y a 5 ans chez KW Lyon Abondance, peu après l'ouverture du market, c'était mes tout débuts dans l'IMO. Et là aujourd'hui j'en suis au stade de la méga team que j'ai lancée en octobre dernier qui s'appelle Julie Comte Invest. On est spécialisé dans tout ce qui est projet d'investissement locatif et on a même une ultra spécialisation dans la revente de fin de défiscalisation, notamment en résidence gérée. Voilà, un petit marché de niche. Je suis hyper ravie d'animer ce breakout avec Julien. On a pris beaucoup de plaisir à le préparer et on a déjà appris pas mal de nos pratiques respectives. Donc j'espère qu'on va réussir à vous transmettre un ou deux trucs que vous pourrez appliquer sur le terrain demain pour vous sentir un petit peu plus en confiance. Du coup, Julien, on l'a vu dans le panel ce matin, donc il s'est déjà présenté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être que tu peux nous redire un peu d'où tu viens. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci d'être nombreux avec nous aujourd'hui. Ça nous fait extrêmement plaisir parce que, comme l'a dit Julie, c'est beaucoup de travail en amont pour vous essayer de vous présenter quelque chose de top. Moi, je suis Julien Bezotier, je suis agent immobilier depuis 18 ans. J'ai travaillé quelques années dans un autre réseau et j'ai rejoint Keller Williams Limousin il y a 2 ans maintenant. J'ai commencé en tant qu'agent solo et ensuite très rapidement j'ai créé ma méga team donc depuis l'année dernière. Donc on est actuellement 5 avec mon admin et 3 spécialistes plus moi. Donc ça fait bien 5, c'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc cette année, comme j'ai pu le dire au panel, on a eu plutôt des bons résultats parce que j'ai réussi à faire 89 unités de vente. Donc aujourd'hui, le but c'est pas de vous expliquer comment faire une découverte du vendeur, toutes ces choses-là, mais vous allez voir, on va essayer de vous apporter des tips pour que vous puissiez les utiliser. Et voilà, c'est essayer d'être un peu différenciant que les INAIC que vous voyez au quotidien. Voilà, l'art de la négociation win-win, le sujet, on l'a choisi parce qu'il est hyper important dans notre business. La négociation win-win, qu'est-ce que c'est? Négociation, on a plutôt tendance à penser qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. La négociation win-win, c'est de bien avoir en tête les intérêts de chaque partie pour générer de la satisfaction des deux côtés. Pourquoi c'est important dans ce qu'on fait? On est sur un métier de recommandation. Enfin, en tout cas, nous, notre business, on le fait évoluer dans ce sens-là, parce que ça facilite quand même pas mal les choses. Et du coup, dans une transaction, quand on a 1 voire 2 clients satisfaits, c'est quand même 2 fois plus de recommandations derrière. Donc, c'est quand même l'essence de notre travail aujourd'hui. D'ailleurs, en tant que méga agent, toi aussi, Julien, je pense que tu as mis la négociation win-win au cœur de ton quotidien. Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, exactement, parce qu'en fait, on sait tous ici dans la salle que si vous voulez être un négociateur qui performe et qui arrive à obtenir ce qu'il a envie, la base, c'est de rentrer des mandats. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et surtout, quand on a un rôle de méga agent comme le mien aujourd'hui, je me dois de fournir aussi mes spécialistes acquéreurs en mandat. Et c'est aussi la solidité de mon business. C'est-à-dire que si j'ai des mandats, je suis sûr de faire du chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est vraiment une vision entrepreneuriale, quoi. On rentre des mandats pour consolider son entreprise, ses bases financières, etc. Et de transmettre aussi à son équipe de quoi aller faire des visites et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, c'est surtout ça. Alors, pour ce breakout, on a identifié 3 moments clés où la négociation avec le vendeur intervenait. Évidemment, la signature de mandat, c'est un peu le début de l'aventure, comment on se différencie de notre concurrence. Ensuite, quand le mandat n'est pas parfait, il y a besoin d'un avenant parce qu'on n'a fait que la moitié du chemin. Donc, on va voir un peu, nous, ce qu'on met en place pour signer des avenants. Et puis après, la cerise sur le gâteau, le passage d'offres. Qu'est-ce qu'on fait en plus pour générer de l'acceptation dans la plupart des cas? Donc la signature. À ce sujet, justement, Julie, je crois qu'en fait, avec Julie, j'ai découvert une fille exceptionnelle, vraiment, je te le dis aujourd'hui, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Voilà, donc c'est aussi, ça sert aussi à ça de pouvoir travailler ensemble sur ces sujets-là. Et à ce sujet, je crois que tu as déjà des tips que tu pourrais nous expliquer et faire profiter à tout le monde.
Oui, je vais essayer. La signature du mandat, bon, vous l'avez déjà un petit peu compris, c'est une question de posture, d'état d'esprit, d'écoute. Ça, c'est un peu impalpable et c'est toujours un petit peu difficile à cerner. On a le mindset, on l'a entendu déjà au moins 15 fois aujourd'hui, ce mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Voilà, on va essayer de partager 2-3 petites choses qui nous font entrer dans cette posture de professionnel et qui nous permettent d'avoir cette confiance et la confiance du client en face. Confiance en nous est égale confiance du client derrière. Moi, la première chose que... Encore La première chose que je fais avant un rendez-vous, parce que, ouais, spoiler, on n'a pas de recette miracle. On ne va pas réinventer le métier. Aujourd'hui, un bon rendez-vous, une bonne négociation, c'est surtout énormément de préparation. Là, c'est un peu... Je vais vous expliquer un peu comment moi, je prépare mes rendez-vous. La première chose, avant tout, je fais une petite enquête, un peu stalker. Je cherche mes clients sur Google, sur LinkedIn, partout où je peux les trouver. L'intérêt de faire ça, c'est de chercher un petit peu les éléments qui vont me permettre de créer du lien avec le client. Ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours un truc qui ressort. Les plus de 60 ans, vous les retrouvez sur Copains d'avant. Vous savez où ils ont fait leurs études, dans quelle ville. Ah, ça tombe bien, monsieur. C'est la majorité de la salle. Oui, ils sont très bien, bienvenue. Voilà, vous savez d'où ils viennent. Il y a toujours un petit lien à créer avec les gens. Vous savez, potentiellement, c'est peut-être des pros de l'immobilier aussi. C'est quand même bien de le savoir en termes de compétences. Vous n'allez peut-être pas les aborder de la même façon. Voilà, c'est bien d'en apprendre sur le client. Ça vous permet de vous préparer. Mais surtout, le truc hyper important, c'est de créer du lien. Typiquement, moi j'ai une petite anecdote. J'ai un client, je le cherche, je vois qu'il est très investi dans la protection de l'environnement. Une des premières choses que j'ai mis en avant quand je suis arrivée en rendez-vous, c'était le fait qu'on avait énormément digitalisé l'expérience pour éviter de gaspiller du papier. J'ai mis l'emphase à fond là-dessus et ça nous a permis de faire un petit peu baisser les barrières et de connecter en tout cas à un niveau. Et pour travailler après ensemble, ça a été beaucoup plus simple. J'ai senti un petit peu les barrières lâcher tomber et on a pu travailler un peu plus d'égal à égal. Ça a été hyper intéressant. Je parle de ça, mais voilà, de retrouver le client, ça peut générer pas mal de points communs, même des amis en commun, ça arrive très fréquemment. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur votre client pour arriver préparé au rendez-vous. Et après avoir recherché mon client, je recherche le secteur. Vous arrivez en clientèle, l'idée, c'est un peu de vous imposer comme l'expert local. Bon, malheureusement, vous n'avez pas passé les 15 dernières années dans la rue, donc vous ne savez pas forcément tout ce qui s'est passé, contrairement aux clients qui habitent peut-être depuis plus longtemps que vous êtes sur Terre. Donc, hyper important. Moi, j'utilise beaucoup Google Street View pour ça. Google Maps, évidemment, je pense que beaucoup vous le faites, vous cherchez un peu les écoles environnantes, les transports, un peu tout. Moi, je vais plus loin sur Google Street View. Il y a une petite fonctionnalité en haut à gauche qui permet de retrouver les prises de vue antérieures. Là, je vous présente notre magnifique market de Lyon Abondance. On arrive à retrouver, vous le voyez en bas sur les petites vignettes, l'antécédent jusqu'en mai 2008. Donc nous, on est arrivés il y a seulement 6 ans. Donc je sais exactement ce qu'il y avait à la place du market il y a 15 ans. Et quand je vais en rendez-vous, c'est ce que je fais sur la rue du client ou même le quartier en fonction de la taille de la commune ou de l'arrondissement. Ça me permet un peu d'avoir de l'antériorité et de me positionner comme une experte, même si voilà, je ne savais pas forcément qu'il y a 7 ans, le restaurant, il ne s'appelait plus le Petit Gouaille, mais il s'appelait l'Entrecôte. Voilà. Et maintenant, je le sais. Et peut-être que je vais connecter avec le client aussi grâce à ça et lui faire comprendre que je maîtrise mon sujet. Voilà. Donc, si je résume, en fait, Julie, avant d'arriver même chez le vendeur en R1, à la découverte du vendeur, tu te renseignes de savoir qui c'est. Donc, tu fais ta petite enquête. Moi, j'ai trouvé ça génial et je vais le mettre en place parce que je ne le faisais pas forcément systématiquement. Et en plus de ça, tu te renseignes sur le secteur, le quartier. C'est vrai, il y a des choses qui ont bougé pour vraiment avoir un lien tout de suite chez lui et pour te différencier de la concurrence, quoi. Exact. Bravo. Et après, je continue ma petite recherche. Bon, alors ça, on le fait beaucoup, nos markets, c'est les préestimations. Je fais vraiment une étude de marché, je construis mon estimation avec les données que j'ai. Donc ça me demande quand même, pendant la prise de rendez-vous, d'avoir quand même 2-3 infos. Mais l'idée, c'est qu'avant d'arriver chez le client, j'ai déjà une idée du prix, de la valeur de son bien. Chez le client, je vais juste valider les 2-3 infos qui sont manquantes, l'état du bien, éventuellement chercher des petits points bloquants. De faire cette préestimation, ça me permet de ne pas me concentrer sur le prix quand je suis avec le vendeur, mais de me concentrer sur lui
et toujours mettre l'emphase sur cette connexion émotionnelle que j'aurais pas forcément autant de facilité à faire si j'étais en train de me poser la question de comment j'allais évaluer l'appartement. Grâce à cette étude de marché, je sais déjà combien il a acheté son bien, etc. Donc ça permet de savoir un peu dans quel sens j'oriente un petit peu mon rendez-vous. Et j'arrive aussi avec des contacts d'anciens clients du quartier, donc que ce soit les miens ou ceux de l'agence. Maintenant qu'on est là depuis 6 ans, on a quand même un petit peu d'intériorité. Je viens avec ces coordonnées de référence qu'il peut contacter. Ça permet pareil, si on a des clients qui sont un petit peu qui ont du mal à faire confiance, d'arriver, de montrer patte blanche, de dire écoutez, on ne se connaît pas, c'est normal. Par contre, j'ai vendu l'année dernière le bien de votre voisin la rue derrière. Si vous voulez l'appeler pour savoir comment s'est passée son expérience, il y a ces coordonnées-là, du vendeur, de l'acheteur. Allez-y, il n'y a aucun problème, vous appelez de ma part, il est prévenu. Voilà, tout de suite. Quand j'arrive comme ça, il n'a pas besoin d'appeler, hein, vous vous doutez qu'ils ne le font pas. Mais ça ne monte pas de blanche et on y va toujours avec ce petit supplément d'âme en plus. Ma dernière petite technique, c'est parce que je travaille quand même beaucoup aussi les mêmes copropriétés. Comme je disais, je suis un marché un peu d'ultra niche, donc j'ai toujours un petit peu les mêmes dossiers qui me passent entre les mains. J'étudie à fond mes documents de copro. Je relis tous les PV d'AG avant d'aller en rendez-vous. Ça me permet, pendant le rendez-vous, de ressortir les petites choses qui grincent, les petits grains de sable là, qui vont potentiellement faire casser une vente chez le notaire. Je pense que vous en avez déjà rencontré une ou deux. Voilà, ça, j'arrive. Je prépare déjà les réponses aux objections, pas aux objections du vendeur. Parce que le vendeur, sa copro, elle a un problème. Lui, il n'a pas d'objection avec ça. L'acheteur en aura. Donc, je les fais ressortir. Je montre au vendeur que, du coup, c'est plus complexe qu'on le pense, que de vendre un appartement. C'est pas juste de faire apprécier la lumière qui rentre. C'est aussi de transmettre un peu tout ce passif de copropriété. Et quand on le maîtrise, ça permet déjà d'anticiper ces objections de la part des acheteurs. Et quand on montre qu'on gère ces problèmes et qu'on est capable en fait de passer outre les problèmes de copro pour vendre un appartement, là tout de suite vous récupérez pareil la confiance du vendeur. Ça reste ça le but du rendez-vous. Donc voilà, ultra préparé, toutes les informations que vous pouvez avoir, que je peux avoir, je les collecte et j'en fais mon arme de guerre quand je vais au front. Et oui, en fait, donc tu fais, j'aime bien reprendre les points. C'est important, donc tu fais ton enquête sur le client, sur le secteur. Ensuite, tu arrives même avec des préestimations. Donc ça aussi te différencie de la concurrence et ça assure ta position aussi d'experte. Voilà, dans le secteur. Et en plus de ça, tu connais les copropriétés par cœur. En tout cas, tu te sers, quand tu as vendu un bien, de tous les éléments qui peuvent montrer, encore une fois, que tu connais mieux que quiconque ce point-là. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très clair. Hein. Je pense que vous pouvez regarder ces résultats aujourd'hui. Quand vous rentrez 76 mandats, 47 mandats success, c'est qu'il y a une technique, elle est prête et que ça fonctionne. Donc, je crois que vous pouvez l'applaudir sur ce résultat. Bon, toi aussi, Julien, tu as ta technique un petit peu bien à toi pour te différencier en rendez-vous. Est-ce que tu peux partager ça avec tout le monde ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, excusez-moi. Voilà. Le premier point, c'est que ce que je voulais dire, c'est que quand je fais ce métier-là, je le fais dans une position où j'ai envie d'être intègre avec mes clients. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, d'être humble et surtout de toujours dire la vérité. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que souvent on entend dire « ouais, mais il faut dire ce que le client a envie d'entendre ». Pour moi, c'est complètement faux en fait. C'est qu'il a besoin de savoir quelle est la vérité, les points positifs ou les points négatifs. Et ça, pour moi, c'est une priorité au quotidien. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais faire la différence avec certains de mes confrères sur des points, et notamment ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est la découverte financière en fait, du vendeur, et plus particulièrement dans un lot de copropriété. Vous allez voir où je veux en venir. Je fais passer l'autre slide. Ce que je vous propose, c'est que Julie fasse le rôle un petit peu du client, vendeur, et que je vous explique comment je fais avec mes vendeurs. Donc on imagine que Julie est en train de vendre son appartement, je suis en R1, et je vais lui poser quelques questions clés qui vont être importantes pour moi, pour me différencier et assurer ma posture d'expert. Donc Julie, tu es prête ? Bien sûr. Ok, parfait. Donc Julie, j'aimerais savoir si tu as un crédit en cours sur ton appartement. Oui.
Très bien. Est-ce que tu connais le montant exact qui te reste à rembourser auprès de la banque? Oui, à peu près 115 000 euros. D'accord, 115 000 euros. Et toi, Julie, est-ce que tu sais que quand demain on va vendre ton appartement, on va signer un compromis de vente et aller jusque chez le notaire, tu vas payer des frais de remboursement de pénalité au niveau de ton prêt? Oui, mais je n'ai pas trop bien compris combien. Très bien. Donc, c'est là où je vais intervenir en tant qu'expert et te demander tes offres de prêt et calculer avec toi le montant exact. Donc, on le calcule ensemble et on voit qu'il y a à peu près 1 000 euros de frais. Je donne un exemple, hein, mais 1 000 euros de frais de remboursement anticipé. Ensuite, je voudrais savoir, Julie, si tu avais une garantie hypothécaire sur ton bien ou une caution classique. Je ne m'en rappelle pas du tout. Très bien. Bon, je vérifie dans ces offres de prêt également. Je demande à Julie de les sortir et je vérifie. Et généralement, quand les gens ont une hypothèque, vous le savez tous, on doit faire une main levée d'hypothèque. Et cette main levée d'hypothèque, elle coûte de l'argent. Julie, quand vous avez emprunté, il y avait une hypothèque sur votre bien. Donc, le jour où on va signer un acte définitif, on devra faire une main levée d'hypothèque. Et donc, cette main levée d'hypothèque va coûter à peu près 500 euros. OK ? Donc, vous êtes déjà à 1 500 euros de frais pour vendre votre appartement, Julie. Vous voulez que je parte en courant, peut-être? C'est ça. C'est une très belle surprise. Hein, n'est-ce pas? Et ensuite, on va vendre un lot de copropriété. Et donc, Julie, je vais lui poser la question de savoir comment fonctionne la copropriété. Elle va me dire oui sur des points et non sur d'autres. Et je vais insister sur 2 éléments. Le premier, c'est, Julie, est-ce que tu sais que lorsque on va signer un compromis ensemble pour la vente de ton appartement, tu vas devoir justifier un document à tes acheteurs qui s'appelle le prêt état daté. Connais-tu le coût de ce document? Pas du tout. Bon, il coûte à peu près 300 euros. Voilà, suivant les syndics, mais c'est une moyenne. Julie, je suis désolé, mais il y a encore quelque chose qu'il faut en voir ensemble. Le jour où on va acter ensemble l'appartement chez le notaire ensemble, tu auras un autre document qui s'appelle l'état daté. Voilà. Est-ce que tu connais le coût de ce document? Non plus. 400 euros. OK? Donc, en fait, ici, je prends c'est une découverte financière de mon vendeur. L'intérêt, c'est quoi? C'est que je sais déjà que Julie, quand elle va vendre son bien, elle va payer 1 000, plus 500 d'hypothèque, 1 500, plus 400, plus 300, 1 900. OK? À peu près. Je ne sais plus, bref, 2 000 euros. Et donc, moi, j'interviens là pour lui dire, écoutez, ce que je peux vous proposer, déjà, je lui ai dit la vérité. Et souvent, je me rends compte qu'aucun de mes confrères ont parlé de ces éléments-là, parce qu'on veut dire que les bonnes choses pour faire plaisir aux gens. Bah oui, je vais mettre un panneau, je vais faire ci. Et donc, j'ai une solution pour elle, c'est que je vais pouvoir lui dire, voilà, votre bien vaut aujourd'hui 60 000 euros, mais moi, je vais essayer de m'engager à vous le vendre 62 000 euros pour essayer de vous récupérer ces frais-là. OK ? Et j'ai une excellente nouvelle aussi, c'est qu'en plus, on a un partenaire chez KW qui s'appelle Prêt état daté. Ils sont juste en dessous. Et en fait, ce document-là, donc Julie, j'ai une super nouvelle pour toi. Au lieu de le payer 300 euros, grâce à moi, agent immobilier, tu vas le payer que 60 euros. Voilà. Donc déjà, en plus, tu auras une économie de 240 euros. Voilà. Donc c'est un petit tip. Comme je disais, le but, c'est pas de vous dire comment il faut faire une découverte à vendeur. Vous savez tous les faire. Mais si vous apportez une technique que moi, j'utilise au quotidien et qui me permet vraiment de me différencier de la concurrence et justement de pouvoir prendre des mandats un peu plus facilement et notamment sur les lots de copropriété. Voilà, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas hésiter à donner aussi des mauvaises nouvelles. Et preuve que ça marche, parce que Julien, l'année dernière, il signe un mandat dans plus d'un rendez-vous sur 2. Et c'est dans 85% des mandats success. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être honnête, d'être transparent, parce que ça fonctionne. Maintenant, on va parler de l'autre point clé de la négociation avec le vendeur, c'est l'avenant. Parce qu'on a signé un mandat, c'est top. Mais si le mandat n'est pas vendu, on n'a fait que la moitié du chemin. L'avenant, ça permet d'aboutir à la concrétisation de tout ce travail, c'est-à-dire baisser le prix et vendre, trouver un acheteur. C'est quand même pour ça qu'on est là. Nous, l'idée, c'est pas de vous expliquer comment on signe un avenant, c'est plutôt de savoir comment on l'anticipe, comment on le met en place, comment on le prépare dans la tête du client, comment on fait en sorte qu'il se signe tout seul. Donc pour ça, on a 3 étapes. La première, c'est l'explication, une explication claire des étapes de la commercialisation, puis la communication systématique des actions qu'on a mis en place, pour finir sur un bilan de promotion. 3 étapes distinctes. Je vais commencer par vous expliquer, moi, comment je préviens, comment je lance la commercialisation d'un bien. On a un document qui a été charté
pour la méga team. Je ne vous fais pas tout le détail, parce que là, c'est un peu les grandes lignes. C'est un document que je remets au moment de la signature du mandat. L'idée, c'est le point 4, c'est le suivi de commercialisation. Donc, je déroule tout ça avec eux et j'en arrive sur le point 4 pour leur dire que on va mettre en place un rendez-vous de suivi. Dans un délai, alors ça va dépendre de la qualité du mandat, ça peut être au bout de 2 semaines, comme ça peut être au bout de 2 mois, ça va dépendre. Mais je prépare, je sème la petite graine qui dit qu'on va se voir et on va discuter stratégie. D'ailleurs, je crois que dans le prochain slide... Voilà, en gros, je les prépare je vais un peu plus loin dans la préparation. Je leur dis que pendant ce rendez-vous, on va analyser toutes les stats des annonces, on va analyser le mandat, la commercialisation, on va analyser tous les scoring visites et surtout, on va parler de la stratégie à venir. Donc en fait, je sème la petite graine de dire que dans 1 mois, quand on se revoit, si c'est pas vendu, on va mettre en place une autre stratégie. Bon, en plus, au passage, on parle de stats et d'analyse de stats, ça permet d'asseoir un petit peu le mandat succès, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en exclusivité où moi je peux analyser des données cohérentes. S'il y a 5 annonces différentes sur les sites d'annonces, je n'ai pas des stats qui ont du sens. Ça permet donc d'asseoir tout ça. Et la stratégie à venir, ça met aussi dans la tête du client qu'il y a une vraie stratégie. Je ne veux pas mettre une annonce et attendre que le téléphone il sonne, c'est qu'on met des choses en place et je le prépare à ça. Mais du coup, il sait qu'il va se passer des choses. Il sait qu'il y a une deadline qui dit que si ça n'a pas marché d'ici là, il y a des choses à revoir. Toi, Julien, c'est pareil, dans ton suivi, il y a une chose que tu fais et que tu fais très bien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors déjà, pour reprendre ce que tu fais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est de bien expliquer à nos vendeurs ce qu'on va mettre en place et que ce soit très précis et que le rendez-vous soit automatiquement pris dès la signature du mandat pour déjà fixer le rendez-vous, enfin que le rendez-vous du bilan de promotion, ça c'est important. Et moi ce que j'adore faire en fait, et là je m'éclate là-dessus, parce qu'il faut prendre du plaisir, il faut s'amuser, c'est que je communique systématiquement sur les actions que je mets en place. Voilà, je fais des petits SMS, je fais des photos. Alors ça peut paraître complètement anodin, mais quand je sors de mon rendez-vous avec mon vendeur, la première chose que je fais, c'est que je fais passer l'annonce déjà sur Internet, Le Bon Coin, etc. Ça, on le fait tous, on est bien d'accord. Mais le petit plus, c'est que moi, je lui envoie l'annonce par mail et je lui dis « Bonjour, monsieur le vendeur, veuillez trouver l'annonce que je viens de mettre sur le site. » Voilà, donc je lui prouve que j'ai fait tout ça. Une fois que j'ai posé le panneau, vous voyez, je prends une petite photo sympa en selfie, voilà, avec le panneau et avec un petit logo, je fais une story et je lui envoie et je le tag, voilà, pour lui montrer que j'ai fait les choses. Voilà, toujours asseoir ce qu'on dit, il faut le faire, mais il faut aussi le dire au client parce que souvent on fait plein de choses, mais on ne le dit pas et ça, c'est pas très bien. Et ensuite, à chaque fois que je fais un mailing de quartier, c'est pareil, je lui mets un petit mot dans sa boîte aux lettres en disant voilà, j'ai fait le mailing de quartier. Quand avec Stéphanie, mon admin, on envoie sur notre data le nouveau bien qu'on a rentré dans la méga team pour l'ensemble de notre data, bien évidemment, on met en copie notre vendeur pour qu'il soit informé de cette action-là. À chaque fois qu'il y a un compte-rendu de visite, enfin une visite même d'un de mes confrères ou de la méga team, il a un compte-rendu dans les 24 heures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un discours où on présente nos services. Et moi, j'ai trop connu avant, quand j'étais bien plus jeune, oui, on faisait les choses, mais par contre, on arrivait en avenant et puis, oui, mais monsieur Bossier, moi, je ne suis pas au courant. Et pour éviter ça, en fait, il faut systématiquement prévenir ses clients de vos actions. Voilà. C'est une chose importante. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote qui est sympa. Un jour, je suis en rendez-vous avec le vendeur. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'un grand syndic qui est en rendez-vous. 2 jours après moi, bref, je fais mon job, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, et je n'ai pas le mandat. Bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai détecté une faille dans mon confrère, c'est qu'il avait surestimé le bien. Ça n'arrive pas à tous les coups. Des fois, ils font des bonnes estimations, ils vendent. Ils ont été meilleurs que moi sur la proposition de service ou voilà, ils ont fait une meilleure enquête par rapport pour préparer le rendez-vous. Mais là, en fait, il avait un peu surestimé le bien. Et ça, je le savais. Et donc, j'ai profité de ça, en fait. Dès que l'annonce est passée sur le Bon Coin, j'ai appelé le vendeur. Et j'ai fait mon rôle comme si j'avais le mandat. C'est-à-dire, je l'ai appelé, je dis « Bonjour, monsieur le vendeur, je viens de voir votre annonce. Est-ce que vous l'avez vue ?» Ah ben non, je ne savais même pas qu'elle était existante. Je vais vous l'envoyer par mail. Et je l'ai envoyé par mail.
Bonjour monsieur le vendeur, j'ai vu que vous aviez un panneau de posé. Oui, oui, tout à fait. Bon, très bien, je vois que le panneau a été posé. Bonjour monsieur le vendeur, est-ce qu'il y a un mailing de quartier qui a été fait comme moi je vous l'avais préconisé? Bah oui, normalement il a dû être fait. Mais vous avez rien reçu dans votre boîte aux lettres? Bah non. Ok. Et ça se passe en 15 jours. Hein. Monsieur le vendeur, est-ce que vous avez eu des visites? Bah oui. Est-ce que vous avez eu les comptes rendus de visite? Bah non. Et là, c'est le coup de grâce. Et bah écoutez, ça fait 15 jours que je vous appelle. En fait, vous ne savez pas si les choses sont faites. Rappelez-vous, moi, dans ma technique de vente, je vous informe de tout ce qui est fait. Et en fait, le vendeur par lui-même m'a dit, bah, en fait, c'est pas vous qui avez le mandat, mais c'est vous qui me suivez le plus. Logique. Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai fait casser l'exclusivité parce que le confrère avait mis des choses en place, mais n'avait, entre guillemets, pas tenu ses engagements parce qu'il n'avait pas dit qu'il avait fait les choses. Voilà. Et on a pris un mandat success et on l'a vendu. Voilà. Donc, ne jamais désespérer. À chaque fois que vous avez une faille en quelque part, voilà, c'est des techniques que vous pouvez utiliser quand vous avez le mandat, mais aussi l'utiliser quand vous ne l'avez pas. Voilà, ça, c'est très important. Oui, je dirais même que la communication avec le vendeur, elle est là aussi pour nourrir la relation. Elle apporte des vibes un peu positives, d'envoyer un petit selfie devant la maison, c'est hyper sympa. C'est toujours bien de jalonner la relation avec ce genre d'événements avant d'en arriver à être dans de la négociation d'offres et potentiellement des relations des moments un peu plus conflictuels. Il y a toujours du positif en fait. Même parce qu'on ne peut ne pas vendre, effectivement, arriver à l'avenant, mais au moins, on a toujours été positif. Voilà. Donc ça, c'est important de garder cette relation positive entre le moment où on signe le mandat jusqu'à l'avenant. Et ça, on l'oublie trop, je pense, des fois un peu trop souvent. Bon, du coup, maintenant, je vais vous parler de mon fameux bilan de promotion. Alors pareil, j'ai encore le même document, charté de la même façon pour ne pas les perdre. Il y a une petite dizaine de pages. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je refais une étude de marché, parce qu'il suffit que le rendez-vous ait été fixé 1 ou 2 mois plus tard, mais il s'est passé des choses, donc c'est bien de remettre au courant le vendeur sur ce qui se passe. Je remets en place le contexte et surtout je redéroule, comme Julien finalement, toutes les actions qui ont été mises en place. Donc c'est vrai que c'est mieux de le faire au cas par cas, mais je n'avais pas encore rencontré Julien, j'étais pas au courant. Donc maintenant, je le ferai comme ça, mais c'est pas mal quand même de redérouler tout ce qui a été fait. Ça permet de revalider que les engagements pris ont été tenus. Donc je ne fais pas le détail, hein, c'est tout ce qu'on promet au vendeur au départ. Je reprends toutes les stats. Je lui montre quelles actions ont généré quels résultats, hyper important. Et surtout, une fois que j'ai tout déroulé, que j'ai tout fait correctement, je pose la question au vendeur. Du coup, maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire pour vendre? Et en fait, quand tout a déjà été fait, la seule solution possible derrière, c'est le réajustement du prix. Et en fait, la solution, elle vient du vendeur même. Du coup, j'ai même pas besoin de suggérer la baisse de prix. Elle vient directement d'eux. Et donc, du coup, l'avenant se signe tout seul. C'est QFD. C'est trop fort. C'est magique. C'est magique. Du coup, dernier petit point clé, le passage d'offres. Avec Julien, l'année dernière, on a acté à nous deux à peu près 190 unités. Donc voilà, pour le coup, des offres, on en fait passer pas mal. Et on voulait... Julien, surtout, va vous expliquer un petit peu quelle est sa posture, lui, pendant le passage d'offres. Effectivement, tout ce qui a été fait en amont aide énormément. On ne va pas tout refaire, mais on a quand même un dernier petit tips à vous donner pour l'instant fatidique. Eh oui, c'est le passage d'offres. On est tous excités, on est tous contents parce que voilà, on va réussir à faire une vente. On voit beaucoup aussi de gens débutants qui commencent, c'est super. Alors oui, on va être là pour les aider justement parce que d'avoir l'offre, c'est pas forcément avoir un accord et c'est pas forcément avoir des honoraires dans 3 mois. Donc moi j'ai une technique. Alors je dis pas que c'est forcément la seule qui fonctionne, hein, elles sont toutes différentes. Mais en tout cas, moi, je m'impose une chose. Je négocie une offre toujours en présence de mes clients en face de moi. Bien sûr, dans la mesure du possible. Vous avez un client qui vend à Limoges et il habite à Lille, ça va être compliqué. Ce sera soit par téléphone ou mieux, j'arrive à faire une visio. En fait, l'idée, c'est toujours l'avoir en face de moi. C'est beaucoup plus difficile quand on donne le papier au vendeur en disant « Merci de noter, je refuse l'offre »
que lorsqu'il est derrière son téléphone, bah, il n'y a personne en face et voilà. Et ça me permet de voir comment il réagit, sa posture, etc. Et je pense aussi que c'est un moment important aussi, c'est une offre d'achat, c'est beaucoup d'argent. Et je pense qu'on assure aussi notre position d'expert. Voilà, on ne fait pas ça à la va-vite, on ne vend pas une baguette de pain. Donc ça, c'est très important pour moi. La petite anecdote, dans ma méga team, j'ai Baptiste, qui est un spécialiste acquéreur, qui ce mois-ci d'ailleurs a passé 4 offres, enfin 4 UVS sorties. Et je lui impose systématiquement de défendre ses offres physiquement. Voilà. Donc même si c'est un confrère du market, un confrère d'une autre agence, il a l'obligation de prendre rendez-vous avec son confrère et le vendeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a fait un travail immense. Le mandat, effectivement, s'il est au bon prix, on sait tous qu'il est facile à vendre, on est d'accord. Mais malgré tout, il a fait un travail en amont. Il a découvert un projet acquéreur. Il a regardé la solvabilité du client. Il a fait plusieurs visites certainement. Il a suivi les gens. Et ça, c'est important. Et donc, il a besoin de le dire au vendeur pour montrer au vendeur qu'on n'a pas un client qui est anodin, c'est un client qui est suivi, fiable, motivé et sérieux. Ça, c'est important. Et j'ai une autre chose, c'est que quand je présente une offre d'achat, pour moi, il est important d'avoir beaucoup de données financières. Et avoir une simulation de banque ou d'un courtier, pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, je vais vous donner un petit tips. Certainement que certains d'entre vous, ou peut-être tous, vous l'avez, mais quand je dis découverte financière de l'acquéreur, en fait, je fais le même travail que j'ai fait précédemment, vous avez vu, rappelez-vous, avec mon vendeur. Donc, si je fais une découverte acquéreur financière extrêmement poussée et que je la présente à mon vendeur, il sait que j'ai fait la même chose avec lui et donc il se dit, c'est un client fiable, sérieux et je vais réfléchir vraiment à l'offre que j'ai. Donc, ça va, la première question, excusez-moi, de découvrir les revenus mensuels. Donc, c'est de savoir combien ils gagnent par mois. Bon, ça, je pense qu'on le fait tous. Est-ce que vous avez des crédits en cours? Oui, non. Quel type de crédit? Voiture, etc. On va un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez de l'épargne? Donc, livret A, assurance vie, autres. Alors, je ne demande pas que si vous avez de l'épargne. Vous avez de l'épargne, oui, mais combien? 10 000, 15 000, 50 000, 100 000, 30 000? Ok, très bien. Et ensuite, je vais demander s'ils ont des revenus complémentaires. Revenus complémentaires, projets locatifs, etc., avec des crédits en cours. Et enfin, la dernière question un peu fatidique, qui peut des fois faire peur, mais c'est est-ce que vous avez une gestion de compte qui est bonne? Est-ce que vous avez eu des agios à payer récemment? Voilà. Est-ce que vous avez eu un accident, vous êtes interdit bancaire, ces choses-là. Donc ça, c'est très important de poser ces questions-là, parce que du coup, quand vous allez aller voir votre vendeur et de récolter des infos pour pouvoir justement asseoir votre position d'expert, rassurer votre vendeur et aller jusqu'à l'offre et avoir un accord. Et encore une fois, ça témoigne de tes très bons résultats parce que l'année dernière, 2022, du coup, 89 unités pour un chiffre d'affaires à 356 000 € hors taxe. Bravo, oui. Julien. Merci. Belle année. Une chose importante, moi ça me tient à cœur ce petit moment-là. Pour moi, performer en négociation, c'est avant tout prendre du plaisir. Voilà. Et pour prendre du plaisir, il faut s'amuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une anecdote. J'ai un petit garçon de 10 ans qui joue gardien de but. Et moi, je suis éducateur aussi pour les enfants. Je m'occupe d'enfants qui ont 8 et 9 ans. Et du coup, cette phrase-là me parle beaucoup parce qu'avant de performer, il faut d'abord s'amuser, prendre du plaisir. Mon fils de 10 ans est dans une petite académie de gardiens de but où ils essayent de les faire perfectionner comme des professionnels. Voilà, mais attention, à petit niveau, hein, c'est juste des petits tips comme ça qu'on leur apprend. Et un jour, ils ont eu une demi-heure avec un monsieur qui s'appelle Julien Souton. Julien Souton, c'est un monsieur qui habite sur Limoges et qui est préparateur mental pour les grands sportifs professionnels. Ça va, je crois qu'il a eu... je ne me rappelle plus... Sébastien Loeb, pardon. Voilà, Sébastien Loeb, c'est lui qui le coach, qui l'a coaché sur les rallyes, etc.
Et en fait, il a dit aux enfants, les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous arrivez sur le terrain? Moi, je veux marquer des buts, moi, je veux faire des beaux arrêts, j'ai envie de performer. Ok, très bien. Mais avant de performer, il leur a expliqué qu'il fallait prendre du plaisir. Il leur a bien dit, mais ouais, pour prendre du plaisir, on ne peut pas prendre une seringue, ça n'existe pas de prendre un médicament plaisir, ou voilà, se mettre une piqûre dans le bras pour prendre du plaisir. Et il leur a dit, pour prendre du plaisir, il faut sécréter de la dopamine, je crois, c'est ça, merci, je t'ai suivi, hein. Dopamine. Et donc, du coup, pour sécréter de la dopamine, il faut s'amuser. Voilà. Moi, quand je suis sorti de ce petit moment-là, en fait, je me suis retrouvé dedans. Mais en fait, on ne se le dit pas assez. Et j'annonce un truc à Stéphanie, qui est mon assistante, c'est que ça va être écrit dans mon bureau. Cette phrase-là, je vais l'écrire, je vais le noter. Voilà. Parce que moi, j'ai envie que mes collaborateurs qui travaillent avec moi prennent du plaisir, s'amusent, dans l'ordre, prennent du plaisir. Et c'est là où on pourra performer. Donc, quand vous faites une découverte financière ou vous faites une enquête pour voir vos clients, en fait, il faut le prendre comme un jeu. Et là, vous allez vous éclater et c'est là où vous pourrez vous performer. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, on a pris beaucoup de plaisir à l'animer avec vous, animer ce breakout. Julien, je crois que tu voulais remercier aussi des personnes. Moi, je voulais vous remercier déjà d'être venu. Vraiment, ça fait plaisir parce que c'est important. Et je voudrais remercier aussi une personne qui m'est très chère, c'est Arnaud, qui est dans la salle, mon ancien team leader, mon pote, mon ami, qui m'a fait changer de vie il y a 2 ans, qui m'a fait devenir entrepreneur alors que j'étais salarié pendant 15 ans. Et il m'a changé ma vie. Voilà. Donc, merci à toi, Nono. Merci, Nono. Merci, Nono, de nous avoir amené Julien. Moi, je vais remercier ma méga team pour le coup qui me fait confiance dans cette aventure. Ils ont pris le pari de me suivre et là, ça marche super bien. Donc, merci. Merci à Agathe qui est là au premier rang de m'avoir fait confiance et de m'épauler au quotidien. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait une information complémentaire? Agathe? Alors, c'est très simple. Alors, la question qu'Agathe pose, c'est quelle est la posture dans laquelle on peut se permettre de poser des questions à des acheteurs, notamment sur leurs épargnes, le côté financier en fait personnel. Alors, c'est très simple. Déjà, la première des choses que je fais moi, c'est qu'un client qui ne veut pas venir me rencontrer à l'agence, ou market, pardon, je ne sais pas s'il faut le dire là, mais je ne m'en occupe pas, clairement. Il vient me voir, on fait le point sur ses besoins, ses envies, on sait tous le faire, les critères, etc., votre mode de vie. Et la partie financière, en fait, je lui dis, voilà, on va faire le point sur la partie financière. Je vais avoir besoin de vos revenus, crédit en cours, épargne, etc., etc. Et ça peut arriver, non mais monsieur, moi, je n'ai pas à vous expliquer combien je gagne par mois, etc. On l'a tous eu. La réponse, elle est très simple, c'est monsieur l'acquéreur. C'est Agathe, ça? Agathe. Vous voulez acheter un appartement? Oui, d'accord. Si demain, je ne connais pas votre budget, comment vous allez le financer? Je ne vais pas pouvoir vous faire visiter des biens. Parce que peut-être que vous avez un budget de 100 000 €, vous le pensez, mais finalement, on va aller voir un courtier et on va voir ces choses-là. Demain, vous me faites une offre d'achat sur votre bien. Si vous êtes en concurrence avec un autre acheteur, en défense d'offre, que l'autre acheteur m'a dit combien il gagnait par mois, s'il avait des crédits en cours, s'il avait de l'épargne solide, qu'il n'avait aucun incident de compte, et que vous, Agathe, vous ne me donnez pas ces infos-là, à votre avis, quelle offre va prendre le vendeur? Celle où j'ai tous les éléments. Voilà. Donc en fait, alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, qu'on soit bien clair. Pour s'amuser, prendre du plaisir et performer, il faut aussi s'entraîner. Je n'ai pas honte de le dire. Les premiers rendez-vous, j'ai eu la même croyance limitante que toi. Mais comment je vais demander à quelqu'un combien il gagne par mois? Ça ne se fait pas. Je l'ai fait une fois. Le mec, il m'a retourné comme une crêpe. J'ai dit non, je n'ai pas réussi. C'était voilà, c'est pas possible. Deuxième fois, j'ai recommencé. Troisième fois, c'était mieux. Et la quatrième fois, mon discours, il était comme je te le tiens aujourd'hui. Voilà. Bien évidemment. Donc en fait, il faut dire juste la vérité. Soyez intègre, comme on disait au début. Intègre, vérité, et dites les choses. Toutes les choses sont entendables. Vous savez, c'est le 80-20.
Il y en a 80 qui vont comprendre et qui vont aller dans ta thématique et 20% qui n'iront pas. Ben, prends du temps pour les 80 et prends pas de temps pour les 20. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Tu veux ta charte là de suivi? Est-ce que je veux le partager? Oui, éventuellement, on peut tout à fait partager les documents. La question portait sur les documents que moi j'utilise pour suivre les mandats, etc. C'est quelque chose que je peux partager. Je vais voir avec AW France comment on peut mettre ça en place. Après, je les veux aussi. Oui, pas de souci. On essaiera de les mettre à disposition en version modifiable pour que vous puissiez vous les approprier, ou peut-être que KW va éditer les siens. C'est pas mal aussi ça comme idée. C'est bon pour vous? Merci à vous. Merci à vous.